Très bien. Donc, mon propos, c'est de vous parler donc de l'actualité du général de Gaulle. Donc, je vais être amené, si vous voulez, à parler de différents aspects, revenir un petit peu sur ce qui a fait la logique de son existence et qui explique pourquoi aujourd'hui certains disent, avec beaucoup de conviction et que ça se répète, que nous vivons un moment gaulien. Il y a beaucoup de gens qui le disent, vous l'entendez à la radio, à la télévision de temps en temps. Et dans les pays étrangers, et en particulier il y a quelques mois, il y a eu un journaliste de la BBC, ça a beaucoup frappé un certain nombre d'esprits qui ont repris ce propos, au moment où on a vu une discordance s'installer entre les États-Unis et les pays d'Europe occidentale au début de cette crise de l'Alliance atlantique que la politique de Donald Trump a un petit peu provoqué ou mise à jour. Il y a un journaliste de la BBC qui a dit c'est extraordinaire, nous avons eu tort de ne pas écouter le général de Gaulle quand il nous disait au début des années 60 il ne faut pas faire reposer la défense de l'Europe uniquement sur le parapluie américain, il faut que l'Europe organise sa propre défense, il faut que l'Europe ait sa propre construction politique. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas, si vous voulez, dire que nous vivons un moment gaulien, ce n'est pas l'obsession de quelques gaullistes nostalgiques ou de quelques politiques en veine de référence, c'est quelque chose que beaucoup de gens constatent. Donc c'est un petit peu ce que je vais essayer d'expliquer devant vous dans un exposé que j'essaierai de ne pas faire trop long, de façon à ce qu'on puisse avoir un échange, parce que je me souviens qu'il y a quelques années encore, il m'arrivait déjà de faire des interventions sur De Gaulle, et souvent j'avais des étudiants qui venaient me voir, je me souviens en particulier une intervention que j'avais faite à Sciences Po, et des étudiants qui étaient venus me voir, mais vous ne trouvez pas que parler toujours du général de Gaulle, c'est un petit peu répétitif, finalement c'est du passé, le général de Gaulle, etc. Et je constate que plus personne ne vient me voir pour me dire ça maintenant, quand je parle du général de Gaulle, donc on va voir si vous êtes autorisé à le faire, si vous avez le même réflexe. Donc un moment gaulien, et d'abord je voudrais donc au préalable, sans vous retracer la vie du général de Gaulle, vous expliquer comment elle s'est construite et pourquoi elle a quelque chose de vivant, de presque charnel pour nous dans les crises que nous vivons, parce que ça me renverra dans un deuxième temps à l'idée que se faisait de Gaulle de la civilisation et de la démocratie, et notamment du fait que de Gaulle était convaincu que les civilisations démocratiques en particulier sont par essence fragiles et que les crises sont plus la règle que l'exception dans leur existence. Ensuite, j'aborderai l'héritage politique et constitutionnel du général de Gaulle, et je ne sais même pas si on peut parler d'héritage, car en réalité, nous vivons aujourd'hui dans les institutions qu'il nous a laissées, qu'il a conçues largement lui-même, en tout cas en partie lui-même, et qu'il nous a laissées. Et ces institutions, d'ailleurs, sont bien malades. J'évoquerai également son héritage sur le plan de la culture, et puis la place que l'actualité que De Gaulle revêt aujourd'hui dans la vie internationale et dans l'interprétation que nous pouvons faire des crises très graves que nous vivons. Alors, d'abord, premier point, je voudrais insister sur la personnalité de De Gaulle, sans encore une fois vous faire un exposé détaillé de sa vie, pour vous expliquer la nature particulière de cette existence. C'est une existence qui était sous tension pendant tout son cours, c'est-à-dire De Gaulle a vécu à peu près presque 80 ans, et pendant ces presque 80 années d'existence, il y a une sorte de tension permanente chez lui, dans toute son existence, vers quelque chose qui est assez unique. Moi, j'ai fait plusieurs biographies, j'ai fait des livres sur des personnages assez différents, des très beaux et très grands personnages, mais je n'ai jamais trouvé chez aucun autre de ces personnages, même le cardinal de Richelieu, dont l'existence a été aussi sous une tension qui lui était inspirée par sa foi religieuse notamment, mais même chez Richelieu, je n'ai pas trouvé cette sorte de constance absolue qu'il y a dans la vie de De Gaulle. Pour résumer en très clair, en très simple, en très rapide, De Gaulle naît en 1890 dans une famille catholique, conservatrice, avec un père de tendance plutôt monarchiste. Et c'est donc un homme qui naît 20 ans après la défaite de 1870, qui a marqué une blessure, une fracture dans la conscience nationale française, la France qui subit une défaite humiliante, qui doit payer un impôt,
un impôt de guerre très lourd à la Prusse devenue Allemagne unifiée. Et donc c'est un homme qui naît, c'est une génération qui va vivre, grandir dans le souvenir de cette défaite et dans l'idée qu'il faut prendre sa revanche sur l'Allemagne, qu'il y a un règlement qui devra venir, d'autant que l'Allemagne s'est emparée d'une partie du territoire français, l'Alsace et la Moselle, donc une grande partie de l'Alsace-Lorraine. Et c'est un homme qui naît, qui grandit dans un milieu, donc je vous l'ai dit, catholique, plutôt conservateur, mais épris d'histoire. Son père est à la fois, il a été fonctionnaire, il est professeur, il enseigne l'histoire, il est un homme très cultivé, il est élevé dans le culte de la patrie. Et au début des mémoires de guerre, et il y a 3 pages où De Gaulle, 2 pages, une page où De Gaulle, sur 1000, plus de 1000 pages, il y a une page où De Gaulle parle de lui et de sa famille. C'est quelqu'un qui s'attarde peu sur sa personne. C'est un point qui le différencie sur le plan anthropologique de beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui. De Gaulle dit simplement que lui, sa sœur et ses frères ont été élevés dans une sorte de fierté anxieuse vis-à-vis de la France. Fierté anxieuse, c'est-à-dire fier parce que conscient de grandir dans un pays qui a une grande histoire. Le mot grandeur est un mot qui revient toujours chez De Gaulle, mais anxieuse, cette fierté, parce qu'il y a le sentiment que cette grandeur, que ce destin, ce pays est fragile. Et ça va diriger toute l'existence de De Gaulle. Et donc De Gaulle est de la génération qui va avoir, lui, il va avoir 23, 24 ans au moment de la guerre de 14, il choisit de faire Saint-Cyr, il est officier, et il va faire partie de la génération qui va aller au feu, qu'on a appelé la génération d'Agathon, parce que c'était une étude presque sociologique qui avait été faite sur la jeunesse française à l'époque. C'est la génération d'Agathon qui va aller au feu en 1914 pour effacer l'humiliation de 1870, pour effacer ce terrible constat qu'avait fait l'écrivain Charles Péguy, grande lecture de Gaulle et qui lui-même mourra dans les premiers jours de la guerre, qui avait dit nous sommes des vaincus. Mais il ne faut pas rester sur cette idée que nous sommes des vaincus. Donc De Gaulle va être un personnage, un chef militaire, un homme engagé sur le plan militaire qui va faire la guerre de 14, mais en 1916, il va être fait prisonnier, blessé, fait prisonnier, et il va passer le reste de la guerre, c'est-à-dire plus de 2 ans, dans une captivité qui va lui être insupportable, et il va être en quelque sorte comme entravé sans pouvoir participer davantage à la guerre. Et pendant cette période, et c'est un homme donc, qui a 25, 28 ans, pendant cette période, l'officier prisonnier ne va cesser de réfléchir, de penser au destin de la France. Il va lire, il va faire des conférences à ses camarades prisonniers, il va lire, comme il lit l'allemand, il va lire beaucoup de choses concernant aussi l'Allemagne, et il va ressortir de la guerre, il va être libéré à la fin de la guerre, après l'armistice, il va ressortir de la guerre avec une conviction incroyable dans un pays qui, quand même, célèbre la victoire, une victoire chèrement acquise au prix de nombreuses vies humaines, de nombreux blessés, de nombreuses destructions, un pays qui, quand même, célèbre la victoire. De Gaulle sort de cette guerre à 28 ans, tout rond, il sort de cette guerre avec la conviction qu'elle va reprendre, et qu'elle va reprendre assez vite, parce que l'Allemagne n'a pas été vraiment vaincue, et parce que la paix lui paraît s'engager sur des bases mauvaises et incertaines pour la France. Donc, c'est un homme donc qui, à l'approche de la trentaine, a déjà fait la guerre, a déjà beaucoup réfléchi, beaucoup enseigné, beaucoup lu, et qui est obsédé par cette idée, par cette sorte d'angoisse. C'est pour ça que j'ai insisté sur le terme de fierté anxieuse, qui est de De Gaulle lui-même, mais le mot angoisse reviendra souvent dans les écrits, dans les propos de De Gaulle, et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai sous-titré la biographie que je lui ai consacrée, qui est sortie il y a 1 an et demi à peu près, qui va bientôt sortir en poche. J'ai consacré cette biographie à De Gaulle et j'ai sous-titré l'angoisse et la grandeur. Et beaucoup de gens m'ont demandé mais pourquoi l'angoisse et la grandeur? Parce que l'angoisse, c'est l'angoisse qui a habité De Gaulle pendant toute son existence, pas son angoisse autour de sa petite personne et de sa carrière et de ses ambitions, mais l'angoisse pour son pays et pour la civilisation que son pays incarne. Et la grandeur, c'est pas comme on a souvent l'impression à propos de De Gaulle, on dit souvent une sorte de rhétorique un peu verbeuse sur la France avec un grand F, etc. La grandeur pour De Gaulle, c'est tout simplement l'ambition, l'aspiration vers les hauteurs. Et chez De Gaulle, il y a cette idée que pour conjurer l'angoisse, qui est celle d'un peuple, eh bien, il faut
en quelque sorte, la transcender, il faut la pousser vers le haut, et il faut se sortir de cette angoisse par l'ambition, par une sorte d'aspiration à la grandeur, par un élan. Et donc tout cela, c'est ce qui fabrique, c'est comme ça que se fabrique le cerveau de De Gaulle, et ça ne va plus le lâcher. Ça ne va pas le lâcher pendant l'entre-deux-guerres, où il fait une carrière d'officier supérieur un peu atypique, où il a l'occasion d'enseigner, de travailler sur l'organisation de la défense nationale pendant toutes les années 30. Il publie un certain nombre de livres, La discorde chez l'ennemi, Le fil de l'épée, La France et son armée, Vers l'armée de métier, qui constitue une sorte d'œuvre de vision de ce que doit être la défense de la France et ce que doit être la France également. Le fil de l'épée, vous en avez sûrement entendu parler, c'est une sorte de très curieux ouvrage qui ne porte pas que sur la chose militaire, qui est utilisé comme dans certaines écoles de management comme une référence en termes de management, d'encadrement. C'est une sorte de théorie du commandement, où De Gaulle insiste sur le fait que commander, diriger, que ce soit une armée, une unité, une administration, un pays, ça demande des qualités de caractère, autant au moins que des qualités intellectuelles. Ça demande des qualités de caractère, de tempérament, ça demande de l'instinct, et ça demande aussi la possession de ce qu'il appelle la culture générale, mais dans un sens tout à fait élevé, c'est-à-dire pas la culture générale qui est une érudition un petit peu parcellaire dans tel ou tel domaine. La culture générale, pour De Gaulle, c'est la capacité d'avoir un certain nombre de repères philosophiques, sociologiques, historiques surtout, qui permettent d'exercer son esprit critique au sens de critique, Kritain. L'esprit critique, c'est ce qui permet, non pas de critiquer, l'esprit critique, c'est ce qui permet de discerner dans le réel, de discerner le réel dans les événements, de discerner, de choisir, de prendre des décisions. C'est ça, l'esprit critique. Et pour lui, la culture générale, c'est sans doute pour ça qu'on l'a fait disparaître un peu partout dans les programmes des préparations et des écoles. La culture générale, c'est ce qui doit fermer l'esprit critique, la capacité à discerner du citoyen. Donc De Gaulle va essayer d'alerter les milieux dirigeants sur les insuffisances du dispositif militaire français, sur la stratégie entièrement défensive qui a été élaborée par l'état-major et qui est totalement incompatible avec les alliances de revers que la France est constituée en Europe centrale et orientale, qui va essayer de convaincre le milieu politique de la nécessité de repenser le système militaire, le système de défense, en créant des grandes unités blindées qui permettront de donner à la force armée une mobilité, une capacité d'action beaucoup plus rapide, des idées qui intéresseront les Allemands. Hitler aura un exemplaire vers l'armée de métier de Gaulle où cette théorie est expliquée. Il aura un exemplaire à noter, traduit en allemand, qu'on retrouvera à Berchtesgaden. De Gaulle ne parvient pas à faire adopter ses idées suffisamment, mais il entre déjà en contact avec un certain nombre de personnalités politiques. Ensuite, survient 1940, De Gaulle a reçu le commandement de la grande unité blindée qu'il a appelée de ses voeux, mais il est trop tard, il n'arrive pas, évidemment, il est trop tard pour faire basculer le destin de la guerre après la percée allemande de mai 1940, mais De Gaulle a déjà une pensée politique qui s'articule avec sa pensée militaire, et il y a ce moment que je souligne parce qu'il est très important pour comprendre la psychologie de De Gaulle. Il y a ce moment où la défaite se profile à l'horizon, le front français est débordé, crevé, débordé. Début juin 40, la situation est très compromise, mais De Gaulle pense qu'il n'est jamais trop tard et qu'à partir du moment où on accède à la décision politique et militaire, en l'espèce, on peut toujours peser sur l'événement, qu'il ne faut jamais désespérer. Et De Gaulle écrit une lettre à l'homme politique qu'il a le plus soutenu, Paul Reynaud, qui est président du Conseil à ce moment-là. Il écrit à Paul Reynaud une lettre extraordinaire qui est très importante à mon avis pour vous, qu'il est très important de connaître dans son esprit, parce que De Gaulle lui écrit avec une certaine brutalité, alors qu'il est général de brigade à titre temporaire, que même s'il connaît bien Paul Reynaud, c'est quand même le président du Conseil, il écrit à Paul Reynaud, il faut que vous me nommiez au gouvernement, si vous ne le faites pas, vous manquerez à votre destin, vous manquerez à vos devoirs, car il faut encore tenter quelque chose, rien n'est totalement perdu, je vous demande de me nommer instamment au gouvernement. Et Paul Reynaud cède et le nomme sous-secrétaire d'État à la guerre. De la part de Gaulle, ce n'est pas une intention portée par l'ambition, parce qu'entrer au gouvernement, dans le contexte de la débâcle de 1940, n'est pas évidemment une période propice à l'affirmation de sa carrière.
c'est parce qu'il est convaincu qu'il peut encore jouer un rôle et qu'il peut encore essayer de sauver les choses. Et il a raison, car s'il n'avait pas été sous-secrétaire d'État à la guerre dans ces jours décisifs de juin 1940, il n'avait pas les moyens à lui seul d'inverser le cours des événements sur le plan militaire. Mais par contre, il a rencontré Churchill comme membre du gouvernement. Et s'il n'avait pas rencontré le Premier ministre anglais Churchill, Churchill ne l'aurait pas connu, ne l'aurait pas apprécié, et rien n'aurait pu se passer ensuite. C'est-à-dire l'entente entre De Gaulle et Churchill, la naissance de la France libre, etc. etc. Pourquoi j'évoque cet événement? Parce qu'il est important de savoir, on vous parle souvent de l'homme providentiel. De Gaulle n'est pas un homme providentiel. Et il ne croit pas dans l'homme providentiel. Pour lui, l'homme providentiel, c'est Pétain. C'est-à-dire, c'est un peuple en désarroi qui se réfugie dans les bras d'une grande figure de l'histoire, qui va être là, comme le disait De Gaulle, qui va faire le don, comme le disait Pétain, qui va faire le don de sa personne à la France pour atténuer son malheur. Ça, c'est l'homme providentiel. De Gaulle, c'est des circonstances qui permettent à une personnalité, à raison de son passé, de sa figure, de son prestige, d'accéder aux responsabilités. De Gaulle n'est pas un homme providentiel, c'est un homme qui force le destin. Il n'est pas amené par les circonstances, il provoque les circonstances. S'il n'avait pas forcé le président du Conseil de l'époque à le prendre au gouvernement, avec toutes les idées qu'il avait, non seulement sur le système militaire, mais également sur la reconstruction politique de la France, eh bien, rien ne se serait produit. Je m'arrête là, parce qu'ensuite, c'est une histoire qui est plus connue. Il va y avoir toute l'épopée de la France libre, la façon dont De Gaulle va réussir à s'imposer malgré l'hostilité de Roosevelt et à un certain moment les défaillances de l'amitié de Churchill, malgré les obstacles tracés sur son chemin, les difficultés de la guerre, où De Gaulle, chef de la France libre, va devenir le chef de la France combattante, puis le chef du gouvernement provisoire de la République française, et va être le chef du gouvernement qui, en 1944-1945, lorsque commence la libération de la France, va se faire la reconstruction, va s'engager la reconstruction du pays. Son aventure politique commence donc à partir de 1940, et pendant la guerre, ça va être une sorte de lutte constante où vous allez retrouver ce personnage sous tension permanente qui a une idée qui est très importante et qui va continuer de le guider toute sa vie, c'est que cette guerre n'est pas une guerre comme les autres, c'est plus qu'une guerre strictement militaire ou une guerre de nation contre nation, c'est une guerre de civilisation. Et il écrit une lettre en 1942 à Roosevelt pour essayer de le convaincre de soutenir la France libre plus qu'il ne le fait, c'est peu de le dire. Il écrit une longue lettre à Roosevelt qui est assez étonnante, où il dit que la France libre est une mystique, et où il dit que le combat, que la guerre qui est menée et que la guerre à laquelle participe la France libre est une guerre morale. Et il explique cela parce qu'il dit il ne s'agit pas simplement de libérer la France, mais il s'agit de la reconstruire, et de reconstruire une France puissante et respectée, parce qu'une France puissante et respectée, à raison de son poids dans la civilisation, est nécessaire à l'ordre du monde, est nécessaire à l'équilibre du monde, et ça c'est quelque chose qui conduira De Gaulle pendant toute sa vie. Ensuite, après les premières grandes réformes de 44-45, De Gaulle démissionne avec fracas en janvier 1946 parce qu'il voit que les vieux partis politiques, une fois le territoire libéré et la paix revenue, reprennent le contrôle des choses. Il voit qu'il n'a pas la capacité de mettre en place les institutions qu'il estime nécessaires à la reconstruction de la France. Il part, il va lancer un mouvement, le Rassemblement du peuple français, qui va remporter de premiers succès électoraux, mais qui ensuite va un peu piétiner, enfin va perdre du temps et de l'énergie, donc il va s'en désintéresser un peu. Il va connaître une traversée du désert qui ne durera que 3 ou 4 ans, et puis ce sont les événements d'Algérie, la crise en Algérie, le risque de guerre civile, qui vont conduire un certain nombre de personnalités de la 4e République à le faire revenir au pouvoir, d'abord comme dernier président du Conseil de la 4e, et puis comme fondateur d'un nouveau régime qu'il voulait mettre en place depuis des années, la 5e République. Voilà pour, si vous voulez, ce que je voudrais bien souligner à travers cette évocation des grandes étapes de l'existence de Gaulle. Je suis très court sur la période qui est la plus proche et peut-être la plus familière ou la moins nébuleuse pour vous, parce qu'en termes de génération, évidemment, De Gaulle, c'est très loin, même si c'est très vivant dans notre vie publique. Si j'ai insisté un peu là-dessus, c'était pour vous montrer ce que je disais au début. C'est une vie sous tension permanente. C'est une tension permanente. Et De Gaulle, cette tension ne le quittera jamais jusqu'à son dernier jour politique et jusqu'à son dernier jour tout court. Il faut comprendre qu'il y a, d'une certaine manière,
chez De Gaulle une perception de la durée des choses, de la durée de l'existence, de la durée des sociétés, de la durée des civilisations, qui n'est pas la même que la personne ordinaire, que l'homme ordinaire. Il a une perception des choses. C'était un grand lecteur du philosophe Bergson qui avait une pensée de la durée très, très singulière que je ne me risquerai pas à résumer devant vous, mais en substance, Bergson considérait qu'on ne pouvait pas découper le temps avec le passé, le présent et l'avenir, que le temps était quelque chose de vivant, une substance vivante, et que le passé était tout entier dans le présent, et que l'avenir était tout entier dans le présent, qu'il y avait une sorte de densité de l'histoire, de mouvement de l'histoire, de mobilité des choses, qui faisait que celui qui veut construire une civilisation, protéger un pays, promouvoir une nation, réformer une société, doit être dans le mouvement continu et doit être à la fois toujours conscient du passé, de la force du passé, mais est toujours également projeté dans l'avenir. Et ça, c'est très gaullien, l'idée que le présent, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas de consistance. Le présent, certes, ça existe, mais il faut agir dans le présent qu'en étant conscient des forces du passé qui fabriquent la texture du présent et en étant toujours avec un coup d'avance. Et De Gaulle a toujours un coup d'avance, c'est ça qui est étonnant pour un homme qui est né au XIXe siècle. Il va quitter le pouvoir en 69, après avoir organisé un référendum qu'il a failli gagner, alors qu'il était vieux, que les gens l'avaient quand même, beaucoup de gens l'avaient assez vu. Il y avait eu mai 68 entre-temps, que ce qu'il disait n'était pas très compréhensible. Il parlait de crise de civilisation en 69. Il faut voir qu'en 69, les gens pensent à leur machine à laver, au progrès technique, au progrès matériel, aux études de leurs enfants. Et il y a De Gaulle, le vieux chef, l'homme de 1940, qui vient expliquer aux Françaises et aux Français que, qu'il y a une crise de civilisation qui se profile, que le capitalisme entrera en crise parce qu'il y aura des progrès technologiques qui feront que le travail humain sera confronté à de nouvelles formes d'aliénation, que la société a tendance à se dissocier de la politique et de l'État, qu'il faut essayer de retrouver un nouveau terrain de dialogue entre l'État et la société, qu'il faut repenser l'organisation des territoires, toutes choses qui aujourd'hui nous paraissent des évidences, puisqu'on est dedans. Et De Gaulle explique ça en 69 à un peuple français qui ne comprend pas de quoi il parle, mais qui vote quand même assez largement pour lui, mais enfin il perd le pouvoir quand même, enfin il choisit de partir à l'issue du référendum qu'il a perdu, alors que rien ne l'y obligeait, mais il est toujours sous cette tension, parce qu'il voit que de nouvelles menaces se profilent, et que finalement tout ce qu'il a pu faire avec la libération, la Ve République, les grandes réformes économiques et sociales qu'il a lancées, la France moderne qu'il a mis sur les rails dans les années 60, avec un État fort et planificateur, il voit que tout ça finalement est de nouveau exposé, fragile, parce que le monde bouge. Et c'est le deuxième point que je voulais souligner. Ce que De Gaulle retire de son expérience, mais pas à l'issue de son existence, c'est quelque chose qu'il éprouve à chaque moment, dans son esprit, dans sa chair, pendant chaque minute de son existence, c'est que les choses sont fragiles et que les sociétés sont fragiles et qu'elles sont d'autant plus fragiles qu'elles sont des sociétés libres, soumises au cycle électoral, soumises à la dictature de l'opinion, cette opinion qui dit Blaise Pascal, grande lecture de De Gaulle, est la reine du monde, et que donc il faut armer les sociétés contre ces dangers. Vous voyez bien qu'une telle pensée est quelque chose de très puissant et très fort, et ça repose aussi sur l'idée qu'il y a des cycles, et que ces cycles, il faut que l'homme d'État, il faut que celui qui gouverne, il faut que ceux qui gouvernent repèrent le déroulement de ces cycles et sachent préparer l'avenir lointain, mais aussi l'avenir immédiat, et armer la société dont ils ont la charge contre les dangers qui se profilent. Pour De Gaulle, la règle pour les sociétés modernes, et notamment les sociétés démocratiques, c'est la crise. La prospérité, la tranquillité, le bonheur de vivre, la décontraction, c'est l'exception. Je ne suis pas en train de vous dire que pour De Gaulle, on doit vivre dans une sorte d'angoisse permanente et dans une tension permanente. Ça, c'est le rôle de l'homme d'État. Il ne s'agit pas de dire aux sociétés, d'avoir un discours doloriste, il faut souffrir. Ça, c'est le discours plutôt de la défaite de 1940. De Gaulle n'est pas un doloriste. C'est un homme en plus qui, tout en étant toujours très pessimiste à court terme, a toujours une forme d'optimisme à long terme. Il croit quand même
il y a des forces positives à l'œuvre dans le monde. Il croit que le progrès est toujours possible et qu'on peut toujours se sortir des difficultés. Pour l'homme qui est parti tout seul le 17 juin 40, alors que la France est battue, s'apprête à signer l'armistice, que tout le monde se tourne vers Pétain et qu'on pense que la guerre est définitivement finie et que l'Allemagne va étendre son empire sur l'Europe, le type qui part tout seul avec son officier d'ordonnance, avec son aide de camp, et le conseiller militaire de Churchill, le général Spears, qui le 17 juin il part à Londres tout seul, c'est quelqu'un qui a forcément ancré en lui une force d'espérance et d'optimisme que peu de gens peuvent connaître. Et d'ailleurs, il le dit dans les mémoires de guerre, il dit « Je me trouvais ce jour-là comme un homme qui serait seul face à un océan qu'il faudrait traverser à la nage ». Il écrit ça dans les mémoires de guerre. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais cette sorte de foi dans l'homme et dans les vertus, dans la capacité d'une civilisation à survivre et à se développer, va de pair avec une extrême vigilance. Parce que tout ça est fragile, et le déclin et la chute sont toujours possibles. Donc il faut maintenir les gens vers le haut, il faut maintenir les peuples vers le haut, il faut savoir parler aux peuples d'une manière qui les mobilise, qui les maintienne en éveil. Il ne faut pas que les peuples s'endorment parce que le danger est toujours présent. Et même si pour des gens de votre génération, il est très difficile d'avoir une pensée qui ne soit pas historique s'agissant d'un passé récent, je vous demande simplement d'imaginer, de vous mettre en mémoire ce qui pour vous est de l'histoire, ce que pour Thierry et moi est des choses que nous avons vécues, ce que le monde a connu depuis 50 ans. C'est absolument extraordinaire ce que le monde a connu depuis 50 ans, depuis le milieu des années 70, la crise du pétrole, la transformation des sociétés, la chute du mur de Berlin, la chute du communisme, dont De Gaulle avait perçu la probabilité parce qu'il considérait que le communisme c'était une idéologie et que derrière il y avait la vieille Russie et que la vieille Russie prendrait le dessus sur le communisme, qu'elle le boirait comme le buvard boit l'encre, il avait dit. Tout cela, ça paraît aujourd'hui des choses simples, acquises. Hein. Voilà. Et puis, songez à l'histoire de l'Europe, à l'histoire du monde depuis 50 ans, ce n'est qu'une succession de crises. Il y a eu un petit moment qui a duré très peu de temps, après la chute du mur de Berlin, on nous a dit que c'était la fin de l'histoire, que le communisme était vaincu et que nous allions tous vers des sociétés capitalistes et libérales qui amèneraient la prospérité au monde, etc. Certains esprits chagrins ou qui connaissaient bien l'histoire ont émis des doutes, comme Margaret Thatcher, qui était assez gaulienne à ses manières, ou François Mitterrand d'ailleurs, d'une autre manière, qui disait attendez, la réunification de l'Allemagne, la chute du communisme, ce sont de grands bouleversements, ça n'apportera pas forcément que de belles choses et de bonnes choses. Margaret Thatcher écrit à l'époque où nous allons voir surgir des ruines du communisme une Europe démodée et dangereuse. Et dès 91, vous avez la guerre de l'ex-Yougoslavie, la barbarie, non pas aux portes de l'Europe, mais en Europe. Donc, malgré ces petits moments où les gens qui regardent l'actualité au ras des pâquerettes et qui ne voient pas l'histoire dans sa densité, qui n'ont pas assez suivi de cours de culture générale, malgré ces petits moments fort brefs, si vous regardez les 50 dernières années, vous voyez que nous ne vivons pas dans un univers de bisounours, et je ne vous parle pas de la situation que nous connaissons depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis l'élection de Donald Trump et toutes les questions qui se posent. Et je ne vous parle pas du Covid, tragédie collective qui aurait pu être encore bien pire, qui fait partie de ces grandes menaces que De Gaulle évoquait comme des possibilités qui pouvaient déstabiliser la civilisation et qui nous ont renvoyé en pleine face les questions de souveraineté, pourquoi on ne produit plus de médicaments, pourquoi on n'a pas de masques. Ah tiens, c'est quand même pas mal qu'on ait encore les vieux restes d'un État centralisé parce que ça permet d'obliger les hôpitaux d'une région qui est un bout de la France de prendre des malades qui sont trop nombreux dans une autre région, chose qui n'a pas été possible en Espagne parce que c'est un État décomposé. Vous voyez, toutes ces petites choses anecdotiques montrent que toutes les problématiques que De Gaulle posait dans les années 60 ont une sorte de vie puissante aujourd'hui, parce qu'en fait, il décrivait des choses qui venaient de son expérience. Un homme qui avait vu que le lot commun des sociétés, et encore une fois des sociétés démocratiques, c'était la crise. Troisième point, c'est cette conviction qui explique l'héritage politique et constitutionnel du général de Gaulle, et qui explique pourquoi nous avons les institutions que nous avons aujourd'hui, et pourquoi il est embêtant que ces institutions soient malades.
De Gaulle, il y a une phrase de François Mauriac, vous savez, l'écrivain. De Gaulle était environné de Mauriac, parce que d'abord François Mauriac, qui était un grand romancier, aujourd'hui est moins connu, moins prisé, mais c'était un grand romancier très connu, à la fois dans l'entre-deux-guerres et dans l'après-guerre. François Mauriac, qui avait 2 fils, qui ont tous les 2 été des collaborateurs de Gaulle, l'un journaliste et l'autre écrivain, Claude et Jean. François Mauriac disait de Gaulle que c'était un militaire qui n'avait jamais cessé de penser à la question constitutionnelle. C'est ça qui est incroyable. C'est selon une thématique dont il n'est pas le seul propriétaire, mais qui est frappante et dont on parle souvent avec Thierry. De Gaulle, c'est un militaire qui pense le politique, et c'est un politique qui pense le militaire. Et De Gaulle, depuis l'origine, pense ce qui fait la force d'un pays, d'une nation, d'une civilisation. C'est certes son système de défense, son organisation militaire, mais c'est surtout sa force intérieure. Ça ne sert à rien d'avoir une armée puissante si votre pays, votre société est en guerre avec elle-même, si vos institutions politiques sont faibles et si la capacité de décision de votre système de société est nulle. De Gaulle, en 1924, alors qu'il a 33 ans, 33-34 ans, il est de novembre, c'est pour ça que j'hésite toujours, enfin, alors qu'il a 33 ans, De Gaulle publie son premier livre chez un éditeur, La discorde chez l'ennemi. Quel est le sujet ? C'est « Mais qu'est-ce qui s'est donc passé en 1918 lorsque on a vu en quelques jours, voire en quelques heures, l'Empire allemand s'effondrer et tomber dans l'anarchie, le chaos, les révolutions spartakistes, etc. » L'Empire allemand qui était une puissance politique et institutionnelle. La défaite ne suffit pas à l'expliquer, la défaite militaire. Et De Gaulle montre que c'était les faiblesses internes de l'Empire allemand, et notamment le fait que les militaires avaient fini par prendre le pas sur les politiques, qui avaient vidé de sa substance la construction politique et institutionnelle de l'Allemagne. De même, c'est un grand lecteur, De Gaulle, comme l'était Napoléon. En ces lieux, ça résonne. C'est un grand lecteur d'un militaire, d'un penseur de la tactique et de la stratégie, qui était aussi un penseur de la politique, qui s'appelait le comte de Guibert, au XVIIIe siècle, qui a écrit un livre qui est connu dans les milieux qui s'occupent de stratégie et de tactique, mais qui est aussi un livre politique, l'essai général de tactique. Il écrit ça en 1772. Et Guibert explique qu'un État fort, en Europe, il parle des monarchies européennes, il dit qu'une monarchie forte, c'est une monarchie dont la construction politique et administrative est cohérente et solide, et où vous avez des départements ministériels qui ne sont pas des citadelles enfermées sur elles-mêmes, mais où vous avez une sorte de fluidité dans le système de décision, d'une sorte de cohérence entre les différentes branches du gouvernement, et que vous avez au sommet quelqu'un qui est garant de cette cohérence et qui prend les décisions et qui transmet à ce que Guibert appelle les sous-ordres, mais vous pouvez dire c'est les hauts fonctionnaires, il transmet aux sous-ordres les bonnes directives. Donc cette idée, elle vient des profondeurs de la pensée militaire. De Gaulle l'a fait sienne. Cette idée, c'est que la première des forces d'un pays, c'est pas tant sa force extérieure que sa force intérieure. Et c'est pas la peine d'aller bâtir des projets de conquête ou de s'imaginer à l'abri du monde et des dangers si vous avez une société qui n'est pas pacifiée, qui n'est pas ordonnée, et si vous n'avez pas une force institutionnelle intérieure. Je n'ai pas besoin de vous souligner que c'est d'une actualité cruciale. Et c'est quelque chose que moi-même, quand j'écoute des débats à la télévision, où vous avez beaucoup, il faut bien le dire, de stratèges en chambre et de généraux à la retraite fort érudits, j'entends rarement quelqu'un qui dit « mais après tout, le problème, ce n'est pas le nombre de chars qu'on va mettre en Ukraine, le nombre d'avions qu'on va mettre en Ukraine. Le problème, c'est est-ce que nous, France, est-ce que notre pays, la France, est assez forte intérieurement pour soutenir un choc extérieur ? Est-ce qu'on n'a pas, à l'intérieur de nos frontières, il ne s'agit pas seulement de manœuvres toxiques ou d'ingérence, il s'agit de notre capacité à maintenir une cohérence, une solidité, même un ordre intérieur en France, avant même de pouvoir envisager de déployer des forces militaires à l'extérieur. Et quand on regarde le problème sous cet angle, quelques angoisses commencent à s'emparer de nous, angoisses toujours. Donc en fait, tout s'explique, si j'ose dire, dans l'action de Gaulle, et notamment dans son action comme créateur, fondateur et premier président de la Ve République. Il a voulu donner à la France des institutions les plus solides possibles, de façon à ce que notre force intérieure
garantissent au mieux notre force extérieure. Et pour lui, ça explique, quand on l'examine, ça explique toute la nature du régime de la Ve République, sur lequel je vais être très court. Vous avez certainement déjà des notions très solides, mais il faut bien voir que la Ve République était conçue, c'est pas sorti du cerveau de Gaulle, il a regardé l'histoire. Il le dit à Épinal en septembre 1946, lorsqu'il a quitté le pouvoir et que on vient d'adopter mollement en France la constitution de la Quatrième République qui nous resserre, qui resserre à la France un régime d'assemblée. De Gaulle dit, on a été vaincu tant de fois, envahi tant de fois, parce que tout se tient dans les malheurs d'un peuple, et nous avons eu tant de constitutions, parce que tout se tient dans les malheurs d'un peuple. De Gaulle dit, il y a un lien entre le fait que nous avons une instabilité constitutionnelle depuis la Révolution et le fait que nous avons perdu des guerres et que nous avons été occupés. Tout se tient dans les malheurs d'un peuple. De Gaulle est simplement l'homme qui regarde l'histoire et qui dit, depuis 1789, on s'est tapé 13 ou 14 ou 15 constitutions. On a essayé tous les régimes, tout régime, empire autoritaire, empire libéral, monarchie constitutionnelle, 2 monarchies constitutionnelles différentes, la Restauration et la monarchie de Juillet. On s'est payé toutes les formes de république, on a même eu le gouvernement de Vichy en prime, on a vraiment tout essayé, et on n'a toujours pas les institutions qui nous conviennent. Quel est l'autre grand pays occidental qui a connu l'instabilité constitutionnelle de la France? Aucun. Donc De Gaulle dit, il faut mettre un terme à tout ça, et ça va être le but de la Constitution de 58, il faut mettre un terme à tout ça, il faut nous doter des institutions qui nous conviennent vraiment et qui puissent durer, qu'on ait enfin des institutions type constitution non écrite à l'anglaise, constitution américaine, au prix des amendements, etc., qu'on ait enfin un régime stable, parce que tant qu'on n'aura pas un régime stable, on pourra avoir la meilleure armée du monde, on sera toujours exposé à la défaite, au déclin et à la chute. Ça, c'est vraiment l'obsession de Gaulle, et je crois que c'est extrêmement important de le comprendre. Quand aujourd'hui on vous dit nos institutions sont trop verticales, il faut une 6e République. Donc voilà, 6e. Après plusieurs empires et plusieurs monarchies, il faut une 6e République. Le problème, c'est que c'est trop vertical. Il faut la proportionnelle parce qu'il faut qu'on ait une démocratie du compromis, qu'on puisse faire des coalitions, etc. Quand j'entends ça, moi, je me dis, mais c'est hallucinant. Ce sont des gens qui n'ont jamais ouvert un livre d'histoire et qui ne comprennent pas ce que De Gaulle a voulu faire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, alors que notre situation politique est complètement explosée, que notre personnel politique n'est pas d'une qualité très gaullienne, eh bien on arrive quand même à tenir, à avoir un budget, etc. C'est les beaux restes de la Ve République. Donc ça, c'est véritablement l'idée de Gaulle de bâtir une démocratie de la volonté, avec un gouvernement qui ait les moyens de gouverner, un parlement qui joue son rôle mais dont le travail soit rationalisé, et surtout le peuple qui soit le garant et l'arbitre de toute chose. Et c'est pour ça que l'article 3 de la Constitution de 58 dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple et qu'elle s'exerce par 2 voies qui sont mises sur le même plan par les constituants. Et quand je dis les constituants, ce n'est pas De Gaulle tout seul, c'est les juristes et les hommes politiques de la 4e qui ont travaillé sur le texte. Ils sont mis sur le même plan, le référendum et l'élection des représentants. Vous savez qu'on ne fait plus de référendum depuis 20 ans, parce que le résultat de celui de 2005 n'avait pas plu, et puis parce que c'est dangereux politiquement. Donc ça veut dire que la Ve République ne marche que sur une jambe, ou ne respire qu'avec un seul poumon. C'est normal qu'elle ne marche pas très bien dans ces conditions. L'idée de Gaulle, c'était, et c'est pour ça qu'il a instauré en 1962, contre l'avis de la plupart des partis traditionnels, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, il considérait que le peuple devait avoir le dernier mot, et que c'était certainement pas un juge constitutionnel, qui n'avait d'ailleurs pas été conçu comme un juge au départ, mais comme une sorte d'arbitre garant du bon respect des clauses de la Constitution, et certainement pas des juges de se substituer au peuple pour décider des grandes orientations de son destin. Voilà, ces choses qui, dites comme ça, je l'espère, vous paraissent peut-être pas trop violentes, mais il faut comprendre d'où ça vient. Ça vient d'un homme qui a connu les conséquences de la faiblesse des institutions, de la faiblesse politique d'un État. Au bout, il y a la misère sociale, la dépendance politique, le déclin, la mort d'une nation. Et donc contre cela, il faut une armature institutionnelle, il faut armer la nation, il faut l'armer, et il faut aussi, quand on parle au public, il faut toujours se souvenir qu'on parle à un peuple, c'est-à-dire pas à la société, pas tiens, il y a tant de gens, on va faire un panel, comme on fait, vous savez, pour les conventions citoyennes, on va faire un panel,
on va mettre des bourgeois de 60 ans, voilà, on va faire une sorte d'échantillon de la population française, et puis cet échantillon va parler, on va dire c'est la volonté de la nation. Pour De Gaulle, on ne parle pas à la société à l'instant T, on parle à un peuple qui a une histoire et un avenir, qui a eu des ancêtres, et qui a des enfants, et qui est quelque chose d'à la fois de charnel et qui transcende la réalité quotidienne. Ça va bien au-delà. J'ai une phrase que j'avais mise au dos de la quatrième de couverture du livre pour expliquer cette photo de mon livre sur De Gaulle, où on voit De Gaulle de 3/4 devant une foule énorme en 64, pardon, à Strasbourg. On le voit juste de 3/4. Et on voit une foule énorme qui l'écoute. Et c'est une phrase qui avait été utilisée par Léon Werth, un écrivain et journaliste à l'époque, qui disait « Il ne parle pas à la foule, mais à un peuple. Il ne parle pas à la foule, mais à un peuple. » Aujourd'hui, on ne parle peut-être pas à la foule quand on fait de la politique, mais on parle à des catégories de la société, et on oublie qu'on parle à un peuple, c'est-à-dire à quelque chose, à une réalité humaine qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante, et qui traduit une sorte de confiance quand même dans les sources profondes de la démocratie. Donc voilà, toute la construction politique et constitutionnelle de De Gaulle s'explique ainsi. Je crois qu'il faut des institutions puissantes. Et encore une fois, il n'est pas le seul à le penser. Les gens qui ont travaillé sur la Constitution de 58, ils étaient très conscients que tout ça... Alors, beaucoup n'ont pas apprécié le passage à l'élection du président au suffrage universel, parce que ça leur rappelait Napoléon III, ou même, voire même Napoléon Ier. C'était la fin de la souveraineté parlementaire, comme on disait. Beaucoup n'ont pas apprécié, mais quand même, la Constitution de 58, dans ses grandes articulations, a été pensée pas seulement par De Gaulle et son ministre de la garde des Sceaux, Michel Debré, mais par des gens qui avaient été des dirigeants de la 4ème République. Et il y a un exemple que je cite toujours parce qu'il est saisissant, c'est Guy Mollet. Guy Mollet qui avait été président du Conseil SFI aux socialistes sous la 4ème République. C'est Guy Mollet qui, dans les travaux constitutionnels, a dit qu'il fallait une disposition constitutionnelle qui permette d'imposer une certaine discipline à la majorité, le 49.3. C'est un socialiste qui a proposé l'article 49, alinéa 3, qui permet au gouvernement d'assurer sa stabilité, de contraindre sa propre majorité, si elle veut vraiment le renverser, à voter une motion de censure et à trouver une majorité de substitution. Quand on vous dit que c'est un vestige de la démocratie verticale façon De Gaulle, ben non, c'est une création du dirigeant socialiste Guy Mollet, qui se souvenait, quand il était président du Conseil sous la 4ème République, lorsqu'il avait des décisions importantes à prendre, il avait ses ministres devant lui, et puis il me disait « Attends, il faut qu'on aille voir le responsable du groupe pour savoir quelle est notre position. » C'est ça, la démocratie de la coalition et du compromis. C'est ce qu'a subi Angela Merkel, on nous cite la démocratie allemande en exemple, lors des pires crises qui ont eu lieu dans les dernières années du gouvernement Merkel. Le seul qui avait une capacité à prendre des positions et des décisions rapides, c'était Emmanuel Macron, parce qu'il bénéficiait des beaux restes de la 5e. Merkel, elle mettait des semaines à prendre des décisions stratégiques sur le plan de la sécurité européenne, parce qu'il fallait qu'elle consulte chaque membre de sa coalition, et que chaque ministre membre de la coalition devait aller voir les dirigeants de son parti, etc. C'est la démocratie des coalitions et du compromis contre la démocratie de la volonté de De Gaulle. Je vous laisse deviner laquelle est préférable en période de crise, c'est-à-dire quasiment tout le temps, comme je vous l'expliquais avant. Et sur le Conseil constitutionnel, il est amusant de savoir que tous ces constituants, donc qui étaient, encore une fois, c'était pas les gens du service d'action civique, c'était pas des nervis du général de Gaulle, c'était des politiques, y compris importantes de la 4ème, des juristes de grands. Ils se sont posé la question, très sérieusement, s'agissant du Conseil constitutionnel, qui n'était pas considéré comme une juridiction. Et d'ailleurs, les membres ils ne sont pas toujours désignés comme ceux d'une juridiction, une nomination politique. Les membres du Conseil constitutionnel, ils s'étaient dit, ce serait peut-être bien qu'on précise que le Conseil constitutionnel n'a pas à traiter des principes du préambule de la Constitution. Vous savez, ce dont il s'est emparé, sur lequel il a fondé toute la jurisprudence, aujourd'hui, qui tente à paralyser le pouvoir de la loi, c'est-à-dire le pouvoir du Parlement. Et ils ont dit non, mais c'est hautement invraisemblable. Ils n'ont pas estimé nécessaire de l'écrire dans la Constitution. Donc voilà, l'idée, c'était quand même que les institutions devaient être fortes, l'exécutif puissant,
Et à partir de 62, De Gaulle pensait que le président de la République devait avoir, en plus de son rôle d'arbitrage, il devait avoir en plus une légitimité supérieure qui ne pouvait venir que du suffrage universel direct, parce qu'il avait en tête aussi ce qui était en train d'arriver, qu'il avait voulu, c'est que le chef de l'État allait disposer du feu nucléaire, puisque De Gaulle a voulu doter la France de l'arme nucléaire, on va y venir, et il savait que seul le président de la République pouvait disposer du feu nucléaire, et qu'on ne pouvait pas confier la maîtrise du feu nucléaire à un homme ou une femme qui ne disposait pas de la légitimité nationale la plus forte, et une personnalité qui ne pouvait être que le président de la République, parce qu'il était élu pour 7 ans, il échappait au cycle des élections législatives, parce qu'il était élu pour 7 ans, il avait un rôle d'arbitrage, il avait une autorité morale, mais il fallait que cette autorité morale fût renforcée par une autorité politique que seul le suffrage universel pouvait lui conférer. Et comme ces temps c'est long, De Gaulle se disait c'est bien, comme ça on a un moyen de faire adopter en même temps des décisions importantes et en même temps de vérifier que le président de la République a toujours la confiance du peuple, il peut organiser des référendums. Et il a en particulier un article de la Constitution qui est parfait pour ça, c'est l'article 11. Voilà. Vous savez ce qui est advenu de cet outil. Donc vous voyez pourquoi tout ça est très cohérent dans l'esprit de De Gaulle et pourquoi aujourd'hui le système est très affaibli. Pour terminer ce tableau d'ensemble, avant d'en venir à l'actualité vraiment la plus brûlante de De Gaulle, je voudrais dire que pour De Gaulle, je l'ai évoqué tout à l'heure déjà, les institutions politiques, ce n'est pas tout. En fait, il y a plusieurs constitutions pour De Gaulle. Il y a une constitution politique qui détermine les rapports entre les pouvoirs constitutionnels, mais il y a une constitution administrative. Pour De Gaulle, il y a l'État. Et l'État, c'est l'action conjuguée du politique et de l'administratif. Et De Gaulle considère que l'État doit être puissant, structuré, centralisé, et qu'il faut une administration très forte et une constitution administrative très forte. C'est l'État qui porte la France. C'est l'État qui permet, lorsque la société française, lorsque le peuple français, qui est un peu trop société et pas assez peuple, a des moments de doute ou de défaillance, l'État est là pour servir de béquille, et donc il faut une administration puissante. Il faut aussi une constitution sociale. Il y a un État social gaullien qui est aujourd'hui très affaibli pour toutes sortes de raisons, parce qu'il est très affaibli, parce que d'abord la population a vieilli, parce qu'on ne travaille pas assez, parce qu'on n'a pas de vraie maîtrise des flux migratoires, on a un système social qui est très épuisé. Mais De Gaulle était pour un État social fort. C'est lui qui a vraiment porté une véritable constitution sociale de la France. C'était un libéral très relatif. J'entendais Luc Ferry l'autre jour qui disait que De Gaulle était étatiste sur le régalien et libéral en économie. Je pense que Luc Ferry aurait besoin de faire un petit stage dans les études gaulliennes. De Gaulle n'était pas libéral, il était pour l'économie de marché, mais il considérait que l'État devait avoir un rôle directeur en matière d'orientation des investissements publics, avec la planification, comme garant de la souveraineté du pays dans ses approvisionnements, dans sa politique énergétique, etc., etc. Donc, il faut aussi une constitution presque économique, qui est celle d'une économie en partie dirigée, libérale mais en partie dirigée, et puis il faut aussi une constitution militaire, c'est-à-dire il faut que toute cette force intérieure soit associée à une force extérieure très bien conçue. Et comme la France ne pourra jamais avoir des moyens conventionnels suffisants pour assurer sa sécurité absolue, et qu'en même temps il faut qu'elle soit, et puisse ne compter que sur elle-même le cas échéant, De Gaulle a toujours en souvenir 40, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est la souveraineté nucléaire. Et c'est pour ça que De Gaulle a voulu à tout prix doter la France de l'arme nucléaire, ce qui lui a valu une guerre larvée, d'ailleurs pas toujours larvée, des États-Unis, qui ne voulaient pas que la France devienne une puissance nucléaire autonome. Et c'est le fameux décret de 64 sur l'usage, la mise en œuvre des forces aériennes stratégiques. C'est le fameux décret qui donne au président de la République le pouvoir de déclencher le feu nucléaire. C'est notre constitution militaire. Et c'est lui qui a constitué avec Mesmer et le secrétaire général pour l'administration du ministère des Armées, Bernard Tricot, c'est lui qui a créé véritablement le ministère des Armées tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà pour cet héritage politique et constitutionnel. Il est très abîmé, ça va sans dire. Je vous ai parlé de la démocratie, des coalitions, la démocratie du compromis. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi le compromis est impossible dans le système vertical gaullien. Je rappelle toujours que le plus grand compromis politique de l'histoire de France, le plus spectaculaire, a été fait dans les années 70 avec l'union de la gauche, la réconciliation entre les communistes et les socialistes. Je ne connais pas de compromis politique
plus considérable, qui écrase tous les petits compromis dont on parle par ailleurs, donc le compromis tout à fait possible dans le système originel de la Ve République. Par contre, la règle, et c'est pour ça que De Gaulle, finalement, après avoir hésité, s'était attaché au scrutin majoritaire et non pas au scrutin proportionnel, la règle pour tout cela, c'est que les compromis et les éventuelles coalitions, elles doivent se faire avant les élections, devant les électeurs, avec un programme, et pas après les élections, par des marchandages dans le dos des électeurs. Mais là aussi, on va vous expliquer que la proportionnelle, c'est le seul garant d'une démocratie, de la coalition, du compromis, etc., etc. Donc c'est un héritage qui est très abîmé. Le quinquennat, je ne vais pas entrer dans les détails, le quinquennat, l'abandon du référendum, les pouvoirs exorbitants que s'est auto-attribué le Conseil constitutionnel, la paralysie de la loi. Je pourrais décliner une longue litanie. Je ne suis pas là pour vous tenir une sorte de langue de bois, une langue de bois qui serait tout à fait déplacée, et dans cette maison, et en présence de mon vieil ami Thierry. La réalité est là, mais je trouve que, par contraste, elle montre l'actualité de Gaulle de manière extraordinaire. Il y a deux derniers points sur lesquels je voudrais revenir très rapidement pour qu'on ait un peu de temps pour les questions et les échanges. Dans cette vision gaulienne des choses, et je trouve que c'est très actuel aussi, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'idée de civilisation. De Gaulle considère que la culture, c'est fondamental, que c'est fondamental qu'une société, un État, doit avoir une grande politique culturelle, et que la culture nationale, c'est quelque chose de vital pour l'âme nationale. C'est un lecteur de Simone Weil, la philosophe, qui parlait des gouttes de passé vivant qui faisaient une civilisation, ces gouttes de passé vivant qu'il fallait préserver. Et c'est pour ça que la culture était très importante pour De Gaulle. Un des événements majeurs dans la vie de De Gaulle, qui est souvent présenté à l'appui de la thèse selon laquelle De Gaulle, sur sa fin, était devenu un vieillard cacochime et ne savait plus trop ce qu'il faisait ni ce qu'il disait, était dans la provocation et la rhétorique. Je me suis laissé dire par de très bonnes sources que Jacques Chirac lui-même, quand il était président de la République, souscrivait à cette thèse et que De Gaulle était gâteux. C'est le discours de Québec en juillet 67, « Vive le Québec libre ». Quand on relit le discours de Québec de Gaulle, qui ne faisait que reprendre des discours qu'il avait déjà tenus au Québec à la fin de la guerre, et quand on lit les discours que De Gaulle a fait pendant toute sa tournée en Amérique latine au milieu des années 60, il est parti pendant des semaines, il a fait toute la tournée en Amérique latine, suivi par la CIA qui s'attendait à ce que De Gaulle dise des choses affreuses sur les États-Unis, ce qu'il n'a pas fait. Et donc il y a des rapports de la CIA au président Johnson, qui n'aimait pas beaucoup De Gaulle, et qui disent mais finalement, le général De Gaulle ne dit pas de mal des États-Unis, il parle beaucoup de culture. Parce que pour De Gaulle, en réalité, la culture, c'était beaucoup plus violent, en fait, beaucoup plus puissant, comme dit. Ce que disait De Gaulle au Québec, et ce qu'il disait en Amérique latine, et qui aujourd'hui, je trouve, résonne aussi d'une manière tout à fait différente par rapport à la caricature qu'on en fait, c'est que la culture, c'est l'âme des civilisations. En Amérique latine, il est allé dire aux pays d'Amérique latine qu'ils étaient dans une sorte de continuité avec l'Europe, que c'était la latinité, la chrétienté, la latinité, et qu'il y avait un lien de civilisation profond entre l'Amérique latine et l'Europe, et qu'il ne fallait pas que les pays d'Amérique latine laissent se décomposer cette culture qui faisait leur âme nationale. C'est la même chose qu'il dit au Québec. Vive le Québec libre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il dit au Québec, vous avez une culture qui est singulière, qui vous vient de la France et qui renvoie à la France l'exigence qu'elle doit avoir envers sa propre culture. Il ne faut pas qu'il y ais un aplanissement, un arasement des cultures et des identités, parce que ce sont elles qui font les civilisations. Il disait déjà ça dans sa lettre à Roosevelt en 1942. Et je trouve que ça résonne aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit la globalisation, l'écrasement des cultures, la menace de nivellement universel qui nous menace, c'est très important de le rappeler. Et je dirais même qu'on en a l'image avec ce qu'a été la politique de Malraux. De Gaulle a fait de Malraux, De Gaulle a créé le ministère unifié des Affaires culturelles, il l'a confié à André Malraux, son vieil ami, ils étaient si différents par ailleurs, et son vieil ami, l'ancien résistant, les grands écrivains, il a confié à Malraux le ministère de la Culture, et c'est Malraux qui a créé une politique culturelle publique remarquable, qui était à la fois faite pour favoriser l'accès à la culture
des parties de la population les plus défavorisées, à la fois socialement et géographiquement. Les maisons de la culture, ça a fait rigoler, mais c'est ce qui a permis à la province la plus reculée en France d'avoir accès à des activités culturelles qui lui étaient interdites. Donc c'était assez, je trouve, précurseur. Je trouve que dans l'État mitterrando-languien, l'État culturel mitterrando-languien n'a pas défiguré, mais un petit peu caricaturé cette entreprise de Malraux, qui était beaucoup plus nette et simple, qui était vraiment une démocratisation de la culture pleine de bon sens. Mais ce n'était pas seulement pour démocratiser la culture, c'était parce qu'il fallait prévenir, il fallait se préparer à ce que De Gaulle percevait, mais Malraux aussi. Et puis, il y a des choses très intéressantes. Le directeur de cabinet de Malraux à la culture, Antoine Bernard, qui est un conseiller d'État, qui l'écrivait, ce qui arrivait, c'est-à-dire, et que mai 68, dont mai 68 a été une sorte de symptôme assez précurseur, peu compris à l'époque, ce qui arrivait, c'est-à-dire le malaise de la civilisation, le malaise de la jeunesse confrontée au matérialisme, à un progrès technique, économique et social qui privilégie le bien-être, en faisant perdre de vue la fragilité de ce bien-être et la fragilité de l'environnement culturel, de ce qui fait la chair d'une société, d'une civilisation. Peut-être De Gaulle n'avait-il pas vu avec précision ce qu'allait être la crise écologique, mais il y avait cette idée qu'on allait dans un monde dont le progrès ne pouvait plus nous garantir qu'il était pur et porteur de bien-être, et que la culture devait nous aider à affronter ce monde-là. Je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui est très troublant dans l'héritage gaullien et qui mérite d'être visité. Et là, on retrouve l'idée de la grandeur. Pour De Gaulle, écrire en du beau français, faire de beaux tableaux, construire de beaux monuments, écrire une belle histoire, pour De Gaulle, c'est contribuer à la civilisation. Et c'est ça la grandeur. C'est pas de la rhétorique, ah, la France est grande, la France est un grand pays. La grandeur, c'est on élève l'individu, on élève la société, on élève le peuple vers quelque chose qui doit l'aider à se dépasser lui-même et qui le rendra d'autant plus fort, surtout s'il a des bonnes institutions pour ça et s'il a une bonne armée, un bon système de défense, qui le rendra d'autant plus fort pour affronter les crises et les tragédies qui l'attendent inévitablement, parce qu'il y aura des crises et des tragédies. Dernier point, la politique internationale. C'est saisissant, et c'est là, j'ai dit en commençant, c'est par là qu'on nous parle de moment gaulien, et vraiment tout le monde, plus ou moins bien, plus ou moins dans le désordre, mais tout le monde a le sentiment que tout de même, on est confronté à un moment gaulien quand on voit l'évolution de la situation internationale et les grandes inquiétudes et les grandes angoisses que nous connaissons aujourd'hui. En février 68, à l'école militaire, devant une institution, je ne sais plus si c'était l'école de guerre, De Gaulle a fait un discours assez saisissant quand on le relit aujourd'hui, où il dit aux officiers, bon, ça y est, nous avons l'arme nucléaire, nous avons notre stratégie de défense tous azimuts, qui nous permet d'instaurer une forme de dissuasion efficace, avec la menace qu'en plusieurs points différents, avec plusieurs vecteurs différents, nous pouvons infliger à un éventuel agresseur des dommages tels qu'il n'aura pas la tentation d'attaquer la France. Et il faut que la France soit maîtresse de cet outil. Il faut que s'il y a une guerre, cette guerre soit celle de la France, parce qu'il y a un moment où il faut qu'un peuple soit en charge de sa propre défense, son propre destin. Et il dit en février 68, c'est capital que nous ayons cela, parce que nous ne savons pas qui gouvernera les États-Unis dans 20 ans. Nous ne savons pas si nous pourrons toujours compter sur le parapluie nucléaire américain. Donc il faut que nous ayons notre propre défense, et il faut que l'Europe aussi soit autonome, à la fois sur le plan politique et sur le plan de sa défense, parce qu'elle ne peut pas faire reposer son destin sur la seule volonté d'un peuple qui peut un jour avoir un chef, pas de manière éternelle. Il dit il peut y avoir des moments difficiles et puis les États-Unis reviendront vers leur état naturel, mais il peut y avoir un moment où ils ont un chef qui ne portera plus ses garanties, et puis il peut y avoir tout simplement des situations où les États-Unis considéreront que l'Europe, ça peut être le champ de bataille de le premier niveau de la guerre, mais qui ne mettront pas en péril le destin de leur continent pour sauver l'indépendance des États européens. Mais des choses qui aujourd'hui nous paraissent d'une évidence confondante.
Et ça explique toute la politique de Gaulle sur l'Europe, qui n'a pas abouti dans les années 60 avec le plan Fouché. Quand on dit que De Gaulle était anti-européen, c'est une absurdité. De Gaulle n'était pas anti-européen. De Gaulle pensait qu'il y avait deux voies pour faire l'Europe. Il y avait une voie économique et commerciale, c'était le marché commun, qu'il avait confirmé quand il est arrivé au pouvoir en 1958. Il trouvait que c'était un très bon traité de commerce qui allait stimuler l'économie française, donc il était pour le marché commun, un marché commun où la France était exigeante. Je passe sur les épisodes, la politique de la chaise vide, etc. Mais que l'Europe politique, c'était autre chose, qu'il fallait faire l'Europe politique différemment. Non pas une Europe des patries, il n'a jamais dit l'Europe des patries, il l'a rappelé à plusieurs reprises, il a dit l'Europe des États, une Europe fondée sur les réalités, avec des États qui coopèrent, des États pas trop nombreux, avec des intérêts communs, et c'était le sens du plan Fouché. Et il disait, il faut une Europe commerciale, et à côté une Europe politique, et cette Europe politique doit être indépendante des États-Unis, alliée des États-Unis, mais autonome par rapport aux États-Unis. Il ne faut pas que ces décisions les plus importantes sur le plan politique et militaire soient subordonnées à une forme de protectorat américain, parce que c'est une situation dangereuse. Il faut être souverain. Il n'y a pas de liberté sans souveraineté. Un peuple qui n'est pas maître, et des peuples qui ne sont pas maîtres de les décisions vitales pour eux, ne sont pas des peuples souverains, donc ce ne sont plus des démocraties, ce ne sont plus des pays libres. Donc De Gaulle dit tout cela, et il en convainc Adenauer, le chancelier allemand, qui a le souvenir de la guerre, qui est séduit par le discours de Gaulle. Il se voit, vous savez, on en a beaucoup parlé récemment, et c'est pour ça que De Gaulle fait ce rapprochement franco-allemand qui est incroyable. Pour les Français, le traité franco-allemand voulu par De Gaulle, c'est dur à avaler, parce qu'on est moins de 20 ans après la guerre, et après les souffrances, les destructions liées à l'occupation allemande. Mais c'est De Gaulle qui veut. Et toute cette entreprise de De Gaulle sera démolie, parce que les autres États européens ne voudront pas le suivre en définitive, et y compris d'ailleurs le Parlement allemand, le Bundestag, qui va être en partie manipulé par un homme qui défend un modèle contraire, qui est Jean Monnet, et qui lui défend un modèle contraire. Pour Jean Monnet, l'Europe fédérale se fera à partir de l'Europe économique et commerciale, donc plus vite et sans trop consulter les peuples, et puis cette Europe-là, elle devra sa sécurité à son association directe avec les États-Unis. Monnet défend, de manière tout à fait sincère d'ailleurs, un modèle radicalement différent qui est le modèle que nous avons aujourd'hui. Ce qui est amusant, c'est que ceux qui disent que nous vivons un moment gaullien, je n'entends personne pour l'instant dire que nous vivons un moment anti-Monnet, parce que c'est toute la vision de Jean Monnet qui s'effondre aujourd'hui. Hein. On essaie de remonter la pente, mais avec une Europe dotée d'aussi nombreux États, avec des processus de décision qui sont les siens, c'est très compliqué. Donc vous voyez, la vision de De Gaulle était très cohérente, et je crois que c'est important. Une autre idée que je crois qu'il faut souligner sur la vision internationale de De Gaulle, c'est qu'il considère que la souveraineté est essentielle, qu'un peuple qui n'est pas souverain, c'est-à-dire où le peuple n'est pas en charge du destin collectif, et donc qui n'est pas dans un cadre démocratique authentique, la souveraineté est essentielle, mais De Gaulle ne croit pas à l'absolue indépendance. Il pense qu'un monde stable est un monde d'équilibre. C'est un monde d'équilibre, il ne faut pas un système où il y a des sortes de monarchies universelles ou de prépondérance écrasante. C'est pour ça qu'il sera contre la logique des blocs. Il considère qu'il faut une politique d'équilibre et qu'il faut accepter quelquefois peut-être de limiter sa souveraineté par un concert des nations qui permet d'assurer un monde équilibré, de respecter c'est une idée de la souveraineté limitée, que toute souveraineté doit avoir ses propres limites, qui avait été défendue par Simone Veil dans des textes très remarquables qu'elle avait écrits dans les dernières années de sa vie. Et donc, il faut bien comprendre la politique de De Gaulle internationale à cet égard. On lui a reproché d'être, Raymond Aron en particulier, lui a reproché d'être pro-soviétique et anti-américain. C'est un peu absurde. Et De Gaulle n'a jamais été anti-américain. Il n'a jamais été pro-soviétique. Il était simplement conscient que le communisme aurait une fin, que le capitalisme était une demi-civilisation. Il écrit dans les Mémoires d'Espoir, il parle de l'infirmité morale du capitalisme. Il dit qu'il faut corriger l'infirmité morale du capitalisme, parce que si on ne le fait pas, si on n'a pas une vraie politique sociale et de solidarité, s'il n'y a pas un minimum de justice sociale dans les démocraties, eh bien, la chute du communisme laissera le capitalisme privé de son ennemi direct face à ses propres contradictions et à ses propres déchirements.
Donc tout cela est assez cohérent dans son esprit, et je trouve que c'est aussi d'une grande actualité. Alors, pour terminer, parce que je voudrais qu'on ait un petit peu de temps discuter, vous pouvez me trouver extrêmement favorable à De Gaulle, finalement. J'en fais une sorte de visionnaire absolu, le type qui ne s'est jamais trompé, etc. Alors d'abord, première chose, je ne pensais pas ça de De Gaulle autrefois. J'ai toujours admiré le général De Gaulle, mais j'avais un point de vue assez critique, et c'est en travaillant sur lui, depuis des années, que mon jugement s'est affiné et affirmé. Je suis vraiment assez saisi, plus je progresse dans l'étude de De Gaulle, par la force et la cohérence surtout de son projet politique et la façon très énergique et très constante avec laquelle il l'a mise en œuvre. Ensuite, je ne suis pas sûr que De Gaulle était tellement un visionnaire, et je cite toujours cette phrase très belle, enfin, que je vais vous restituer sans doute de manière un petit peu charcutée, j'ai plus les termes exacts, c'est une phrase de Marguerite Yourcenar dans les carnets des mémoires d'Adrien. Vous savez que Marguerite Yourcenar a écrit une sorte d'autobiographie imaginée de l'empereur Adrien, grand empereur romain Adrien, qui est d'ailleurs très consacrée à la puissance et au rôle de l'État. Et elle a publié les carnets de notes avec lesquels elle avait travaillé. Et elle parle des hommes, des visionnaires. Elle dit, et finalement, les grands hommes ne sont pas des visionnaires. Ce ne sont pas des gens qui devinent. Les grands hommes sont ceux qui ont devant eux la même chose que tout le monde peut voir, c'est-à-dire des choses qui arrivent et que tout le monde peut voir. Mais ce sont ceux, les grands hommes, ce sont ceux qui ont le courage de voir ce qu'ils voient et de dire ce qu'ils voient. Et je crois que ce que De Gaulle voyait, tout le monde pouvait le voir, et ça m'amuse beaucoup, que tout le monde oublie quand on parle aujourd'hui de la transition écologique, du réchauffement climatique, de la crise des ressources naturelles, etc. Tout le monde oublie que beaucoup de choses avaient été dites, et très clairement par le rapport du Club de Rome, il y a plus de 50 ans. Quand j'étais adolescent, je me souviens encore, le Club de Rome, le rapport de 71. Beaucoup de choses qu'on dit aujourd'hui avec une sorte d'ébahissement ont été dites, simplement personne ne voulait le voir, parce que c'était les années 60, on était 25 ans après la guerre, et les peuples, les sociétés n'avaient pas envie de voir des histoires. Ils étaient sortis des privations pas si longtemps avant. En France, le rationnement a duré 10 années après la guerre. Ils étaient sortis des difficultés pas si longtemps avant, et les peuples n'avaient pas envie de voir ce monde qui arrivait, qui était un monde difficile. On était dans une sorte de déni, et je crois que De Gaulle, plus qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui a été extraordinairement courageux, parce qu'il faut être extrêmement courageux pour tenir un tel projet politique, souvent dans la grande solitude pendant sa vie, et pour prendre les décisions qu'il a prises. Il a douté, il y a des moments où il a douté. Vous savez, le fameux voyage à Baden-Baden, vous connaissez sans doute l'histoire, vous en avez entendu parler. Au moment de mai 68, quand tout semble échapper au gouvernement, De Gaulle disparaît pendant 24 heures, on ne sait pas où il est. Il est parti à Baden-Baden voir le général Massu, mais personne ne le sait, même le Premier ministre Pompidou ne le sait pas. Et puis il revient, il fait un discours retentissant, il dissout l'Assemblée nationale, il aboie au micro, et puis mai 70, c'est fini. Il y a une grande manifestation sur les Champs-Élysées, le pays reprend, le travail reprend, et puis il y aura des élections législatives 3 semaines plus tard qui seront un triomphe pour la majorité sortante. Et De Gaulle disait lui-même, alors on dit souvent il y a un mystère, en fait De Gaulle a eu un gros moment de déprime, il a cru que c'était fini, et c'est le général Massu qui lui a remonté le moral. Il y en a d'autres qui disent oui, De Gaulle, en fait, c'était une manipulation, il a manipulé tout le monde, il savait très bien ce qu'il faisait, c'était une sorte de coup de majesté, de coup d'éclat, de coup d'État, et par lequel il a repris le contrôle. Et en fait, il n'y a pas de mystère, De Gaulle a toujours dit la vérité, sauf que personne ne l'écoutait. Il disait j'ai envisagé toutes les hypothèses et j'ai pris mes résolutions. Il a envisagé toutes les hypothèses, ça veut dire, il le dit dans son discours du 30 mai 68, qui met fin à tout, et il dit j'ai envisagé toutes les hypothèses, ça veut dire donc de partir, et j'ai pris mes résolutions. Et puis, voilà, la différence, c'est qu'il a pris des résolutions. Donc c'est un type qui hésitait, qui d'ailleurs s'isolait souvent parce qu'il pensait qu'il y avait des circonstances où un homme d'État
devait se couper des influences, bonnes ou mauvaises, qu'il pouvait subir. Il devait décider seul, en conscience, après avoir réfléchi. Mais donc c'est quelqu'un qui savait les difficultés du gouvernement, etc. Et enfin, pour terminer, dernier point, je crois que c'était un profond démocrate, alors que vous entendrez encore dire le contraire, la démocratie verticale. Plus personne n'ose dire que De Gaulle était un dictateur, parce que, comme il a quand même démissionné après le référendum perdu, référendum que personne ne l'obligeait à faire, et démission que personne ne l'obligeait à donner, et qu'on voit qu'aujourd'hui, quand même, la totalité des figures politiques que nous connaissons depuis 40 ou 50 ans n'ont pas la démission facile, comme vous le savez, même quand ils ont perdu élection sur élection. Je ne parle pas seulement de la période récente, hein. On pourrait parler de 1997, Jacques Chirac, etc. Donc personne ne peut contester que De Gaulle avait été quand même, dans le fond, assez démocrate. Puis c'est quand même l'homme de la France libre, de la résistance, l'homme de la libération, donc un peu difficile. Même si on a dit qu'il était dictateur pendant longtemps. Mais ce en quoi il est profondément démocrate, c'est parce que je crois qu'il a compris quelle est la vraie nature de la démocratie. C'est-à-dire qu'une démocratie n'a de sens que si elle est forte, que si elle est capable de prendre des décisions, si elle est capable de gouverner. Si elle est faible, elle conduit à la soumission, à la tyrannie, à la dictature. Toujours mon histoire de démocratie du compromis, de la coalition. Et vous avez la clé de tout ça dans un texte qui est connu, mais pas suffisamment, d'un grand libéral, un grand penseur du libéralisme politique, qui était Benjamin Constant, qui écrivait dans la première tiers du XIXe siècle, qui a eu un rôle important au moment des 100 jours, et qui n'a pas écrit que des choses très pertinentes sur les libertés, mais il y a un texte très, très beau, très profond de Benjamin Constant, où il oppose la liberté des modernes à la liberté des anciens. Il dit la liberté des anciens, c'est la liberté d'Athènes, des Romains. La liberté, pour les anciens, ce n'est pas l'exaltation du droit de l'individu. C'est la soumission volontaire que fait l'individu lorsque l'intérêt de la collectivité l'exige. C'est une sorte de soumission consentie dans un cadre donné, où il arrive que l'individu admette que ses droits doivent passer après ceux de la collectivité. Et qu'il est important que la collectivité soit bien gouvernée et qu'elle assure la sécurité et la liberté de l'ensemble, et la survie de l'ensemble. C'est la liberté des anciens. Et puis il y a la liberté des modernes qui met l'accent sur l'individu. Il faut que les droits de l'individu prévalent en toutes circonstances. Bien sûr, il y a des circonstances où il faut limiter les droits de l'individu pour la survie de la collectivité. Mais il faut inverser l'ordre des facteurs. Véritablement, c'est les droits individuels qui doivent être au centre de tout. Le gouvernement doit peser le moins possible, l'État doit être le plus léger possible, et on doit pouvoir faire tout ce qui n'est pas interdit, etc. etc. Et Constant penche visiblement pour la liberté des modernes. Il a l'excuse qu'on sort de la Révolution, de l'Empire, que ça n'a pas été une période où les libertés étaient florissantes, etc. Mais aujourd'hui, on voit très bien que la liberté des modernes, à travers le règne de ce qu'on appelle l'état de droit, qui est l'état des droits de l'individu, comme dit Marcel Gauchet, on voit très bien que cette liberté des modernes, c'est devenu la liberté extrême que craignait Montesquieu, déjà dans l'esprit des lois. Et que la liberté des anciens, elle a mauvaise presse, elle est verticale, elle ne permet pas les compromis, les coalitions. Je crois que De Gaulle, il est porteur de la liberté des anciens, et que cette liberté des anciens, c'est celle dont nos sociétés ont besoin aujourd'hui, dans le monde dangereux où elles sont, où la collectivité doit l'emporter lorsque c'est nécessaire sur les droits les plus étroits de l'individu. Et je terminerai en citant cette phrase qui me paraît correspondre tout à fait à l'esprit gaullien des institutions et à l'actualité de Gaulle, qui est une phrase d'un publiciste du XIXe siècle qui s'appelait Dupont-White, et qui disait « La première des libertés, c'est le pouvoir que le peuple a sur lui-même. » Voilà un petit peu ce qui, à mon avis, fait l'actualité du général de Gaulle.